Donc, comme vous le savez, on a eu quelques difficultés techniques tout à l'heure. Nous avons dû inverser l'ordre de passage de nos intervenants pour celles et ceux qui étaient déjà là, ce qui a permis de poursuivre notre programme à peu près dans les délais impartis. Et donc, nous sommes ensemble à présent pour cette deuxième partie de matinée jusqu'à 13 heures, heure à laquelle nous descendrons juste à l'extérieur du bâtiment, prendre une photo de groupe. Je vous le redirai tout à l'heure encore à la fin de la séquence. Et entre-temps, nous allons pouvoir échanger avec à la fois, si la connexion à distance qui semble avoir été rétablie entre-temps fonctionne, avec Corinne Lequéré, mais aussi avec Jean-Louis Berger qui est à ma droite et avec Claire Tutenuy qui est à ma gauche. Je tiens à excuser Thierry Philippona, économiste en chef à Finance Watch, qui était censé intervenir dans la table ronde précédente, mais qui n'a pas pu rester à cette heure-ci. Et je remercie Claire Tutenuy, qui était censée intervenir dans la table ronde d'avant, ou plutôt celle-ci, d'être à nos côtés à présent. Nous allons avoir d'abord, évidemment, nous nous orientons vers les solutions, comme le disait plus tôt Seamus et Thierry, et nous allons avoir trois regards différents, complémentaires. Le premier, celui de Corinne Lequéré, présidente du Conseil supérieur français sur le climat, qui est également professeure de recherche en sciences du changement climatique à l'université d'East Anglia. C'est une question très simple. Où en sommes-nous aujourd'hui en matière de changement climatique, et de par son expérience scientifique, elle va nous éclairer, nous donner quelques éléments dont nous avons sûrement toutes et tous entendu parler ce début de semaine avec la publication du second volet du nouveau rapport du GIEC. Ensuite, nous jetterons un regard vers l'avenir. Nous parlerons des scénarios énergétiques et de neutralité carbone tels qu'on y réfléchit en France depuis quelque temps, avec une présentation des travaux réalisés par l'Agence française pour la transition écologique, connue sous le nom d'ADEME, grâce à son chef de projet en prospective, énergie, ressources et transition. Donc on va se projeter à l'horizon 2050 avec Jean-Louis Berger. Et nous continuerons avec un regard sur nos perceptions de l'énergie, comment les changer, et on se questionnera notamment sur le rôle de la publicité avec Claire Tutenuy, qui est déléguée générale d'EPE, Entreprise pour l'environnement. Tentons à présent donc d'entendre ou de voir peut-être même Corinne Lequéré. Corinne, êtes-vous avec nous? Oui, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, et on vous voit aussi. Excellent, merci beaucoup de me donner la parole. Donc, Corinne Lequéré, présidente du Haut Conseil pour le climat. Le Haut Conseil pour le climat, qui est un organisme indépendant qui a été établi dans la loi française Énergie-Climat en 2019, qui est donc chargé d'évaluer la politique du gouvernement français en matière de climat. Donc, ce matin, ce que je vais faire, c'est un point, bien sûr, sur le changement climatique, mais je vais surtout faire un point sur où est-ce qu'on en est en termes de réponse au réchauffement climatique. Donc, je vais partager, je risque même de partager là, du coup, mon écran avec ma présentation. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, très bien. Et vous voyez bien mes diapositives en plein écran? Tout à fait. Parfait. Donc, allons-y. Donc, comme vous le savez, le réchauffement climatique continue. Nous avons maintenant 1,2 degré de réchauffement global
1,7 degré en France. C'est un réchauffement qui va clairement au-delà de la variabilité naturelle du globe. L'année 2020 a été l'année la plus chaude en Europe, avec 2021 dans les 5 années les plus chaudes. Donc, clairement, au niveau européen aussi, on a un réchauffement très évident. Les impacts, comme vous l'avez dit dans le dernier rapport du GIEC, les impacts néfastes sont généralisés et irréversibles pour certains de ces impacts, avec maintenant 3,5 milliards de personnes qui sont vulnérables. Au niveau des émissions, pour arrêter le réchauffement de la planète, il faut que les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre de long terme atteignent la neutralité carbone. Et en ce moment, en fait, ces émissions continuaient d'accroître avant la crise du COVID-19. Les réponses de la pandémie ont induit une chute temporaire des émissions, puis un rebond en 2021 à cause de faute de changements structurels. Donc, on est encore loin de la trajectoire nécessaire pour atteindre la neutralité carbone. Par contre, des avancées notables sont survenues à la COP26 à Glasgow à l'automne dernier. Déjà, l'accord de Paris est maintenant opérant. Il s'est imposé comme cadre de référence des négociations internationales sur le climat. Les avancées dans le pacte de Glasgow incluent la finalisation de l'accord de Paris, les nouveaux engagements des pays, plus de 130 pays qui ont pris des engagements de neutralité carbone et 33 initiatives qui ont été lancées, dont 18 rejointes par la France. Par contre, la somme des nouvelles ambitions ne permet pas de limiter le réchauffement à 1,5 degré. On est encore loin de l'objectif de température. Et donc, le pacte de Glasgow demande aux pays signataires de revoir à la hausse leurs ambitions pour 2030 d'ici 2022, donc déjà cette année lors de la COP 27. Où en est-on au niveau de l'implémentation? Les émissions de gaz à effet de serre diminuent. Donc, je vous montre ici l'état de la France. Diminue de manière systématique depuis plus d'une décennie. On voit cette tendance dans 23 pays à l'heure actuelle. Mais cette diminution donc, qui a atteint 1,9% en France en 2019, juste avant les événements associés à la crise du COVID, avec une baisse en 2020 de 9%, mais cette baisse est temporaire. Cette baisse en émissions, elle est à accélérer. La France a à l'heure actuelle un objectif qui doit s'accélérer à 3,3% de réduction par an avant d'avoir incorporé le nouvel objectif européen qui est dans le pacte Fit for 55 dont je vais parler dans une minute. Comment la France peut-elle faire pour accélérer ses émissions? Nous sommes à l'heure actuelle dans une phase très importante de préparation, une phase stratégique d'implémentation. Et donc, une stratégie climatique est à décliner dans tous les ministères, tous les départements et aussi qui doit s'étendre à toute la société. Là, je parle d'une stratégie pour l'atténuation. On doit aussi préciser les objectifs à mettre en place pour l'adaptation. Pour tout ceci, nous avons un grand besoin de renforcer la gouvernance, d'élever les décisions qui sont faites par rapport au climat au sein du gouvernement, de planifier les financements sur le long terme et bien sûr aussi le suivi. La situation est très semblable au niveau de l'Europe. Je vous montre ici les tendances pour les 5 pays mitoyens à la France, donc l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et inclus la France. On a vu au niveau de l'Union européenne une baisse en émissions de 23% entre 1990 et 2018. Cette baisse provient surtout
du secteur de l'énergie, avec des contributions significatives du secteur du bâtiment et de l'industrie. Par contre, dans le transport, dans l'agriculture, aucun pays n'affiche de progrès significatif et ce sont vraiment des secteurs qui sont à débloquer au niveau de la transition énergétique. La plupart des pays européens offrent les mêmes dynamiques et on a donc des opportunités à agir à la fois au sein des pays et au sein de l'Europe. Les mécanismes de marché européens ne dispenseront pas de renforcer les politiques publiques nationales. Le Haut Conseil pour le climat a recommandé au gouvernement français un certain nombre d'éléments pour respecter et accompagner les objectifs européens. Ceci inclut finaliser au plus vite le paquet Prêt pour 55 Fit for 55, renforcer la gouvernance et les moyens de mise en œuvre, ainsi que les outils de pilotage nécessaires à l'atteinte des objectifs de la France. Ceci est vrai en France, c'est vrai au niveau européen, c'est vrai dans tous les pays. Reformer et compléter le CEQE, bien sûr, mettre fin aux quotas gratuits tout en protégeant les entreprises, établir un prix plancher pour le CEQE, renforcer la réserve de stabilité, anticiper l'impact sur les inégalités, on l'a entendu ce matin, point très important, agir dans tous les secteurs, dans et hors CEQE, sans attendre la mise en œuvre de la réforme qui va prendre un moment à se mettre en place. Ensuite, assouplir le cadre budgétaire européen pour les investissements publics identifiés comme nécessaires à la transition et assurer un suivi des engagements nationaux. Donc, ces recommandations sont très générales, mais peuvent permettre à l'ensemble des pays d'aller plus vite. En même temps, la structure établie par le gouvernement français, par d'autres gouvernements, de mettre en place des conseils indépendants porte fruit et un réseau de conseils pour le climat a été lancé à l'occasion de la COP26 à Glasgow. Il recoupe 21 organismes, donc 21 organismes semblables au Haut Conseil pour le climat. Il est cette année coprésidé par le Haut Conseil pour le climat français en collaboration avec les conseils équivalents au Guatemala et au Canada. Il s'appuie sur 5 principes clés, dont la rigueur scientifique appuyée par une expertise pluridisciplinaire, un éclairage et des avis indépendants fondés sur des données factuelles, la prise en compte des aspects socio-économiques de la transition, la concertation impartiale avec les parties prenantes concernées et le soutien à la fois des mesures d'atténuation, d'adaptation et de transition juste qui sont toutes essentielles à l'accélération des actions. Ce réseau facilite l'échange de bonnes pratiques entre Hauts Conseils pour le climat et soutient la mise en place de conseils pour le climat de par le monde. Je vous remercie, c'est tout pour moi. C'est nous qui vous remercions pour ces propos très clairs. Merci, bravo. Si vous avez encore un peu le temps, on reviendra aux questions avec la salle à la fin, après les autres intervenants. Ça vous va ? Oui, absolument. D'accord. Alors, entendons à présent Jean-Louis Berget de l'ADEME nous parler de scénario de transition à horizon 2050. À vous la parole. Très bien, merci. Bonjour à tout le monde. Alors effectivement, je vais vous parler d'un travail que nous avons effectué à l'ADEME, un travail de prospective, à savoir de matérialiser finalement des chemins vers la neutralité carbone, parce que comme l'a expliqué et l'a très bien montré Corinne Lequéré, voilà, on a tous cet objectif de neutralité carbone en 2050, et on a souhaité, alors je ne sais pas qui passe les transparents, comment... Il y a un diaporama a priori à faire passer. A priori, il y a un diaporama. Alors allez-y.
Donc parce qu'en fait, la neutralité carbone, c'est très bien, c'est un concept, mais finalement, concrètement, pour des décideurs, que ce soit des décideurs politiques, des responsables d'entreprise ou des ONG, ça veut dire quoi concrètement que d'arriver à la neutralité carbone? Donc là, on est sur la présentation de PE. Je peux essayer, mais ça va sûrement être plus compliqué. On pourrait changer, hein, on pourrait changer pour voir un petit peu ce que c'est. La présentation de l'ADEME, s'il vous plaît. Donc l'idée était en fait d'essayer de matérialiser un petit peu ce que signifiait ou ce que pouvait signifier l'atteinte de la neutralité carbone, non pas en proposant un seul chemin, mais en proposant plusieurs chemins, 4 en l'occurrence, 4 scénarios à vocation pédagogique. L'intérêt était de dire, ben voilà, si vous voulez vous engager sur tel ou tel chemin, voilà les avantages, mais voici également les limites de ces scénarios-là. On a entamé ce travail il y a 3 ans, c'était au printemps 2019, et l'objectif était de publier à l'automne 2021 ce travail-là de façon à mettre des éléments sur la table dans le cadre des débats de la campagne présidentielle de 2022 en France. On n'a pas été les seuls, hein, puisqu'il y a également RTE, donc, qui est le gestionnaire des réseaux de transport d'électricité en France, qui a également publié des scénarios, alors lui, à la demande du ministère, ce qui n'était pas notre cas à nous. Et puis, il y a également un think tank, The Shift Project, qui a également fait des propositions. Et puis, il y a une association qui s'appelle Negawatt, qui a également fait des propositions. On a tous fait ça à l'automne 2022 et on avait tous dans l'idée effectivement d'apporter des éléments de réflexion et de discussion dans le cadre de la campagne présidentielle. J'ai l'impression que les diapos ont un peu de temps à arriver. On peut peut-être donner le nom du fichier, ça peut peut-être aider à le retrouver, parce qu'il y a peut-être un souci de ce côté-là, non? Transition 2050. Transition 2050. Alors, comment on a travaillé? En fait, on est parti des 4 archétypes de scénarios du GIEC, hein, qui ont été publiés en 2018. Évidemment, on l'a transposé à la France. Alors, à la France métropolitaine, on n'a pas pu travailler sur nos départements, communautés d'outre-mer, parce que ce sont des contextes énergétiques un petit peu différents. Et on a dessiné un peu les grands archétypes de ces sociétés en 2050, différentes. Ensuite, on a fait un travail secteur par secteur pour définir très précisément ce que signifiait dans les différents secteurs, les bâtiments, l'industrie, la production d'énergie, l'agriculture, l'alimentation, les déchets, ce que signifiait chacun de ces 4 scénarios. Ensuite, on s'est coordonnés entre nous pour bien vérifier que nos récits étaient cohérents entre nous, ce qui n'était pas le cas, donc il a fallu faire des ajustements. Et puis ensuite, on est passé à la partie chiffrage. On a mis toutes ces données dans une base de données pour s'apercevoir qu'aucun des 4 scénarios n'atteignait la neutralité carbone. Et donc, on a fait 5 itérations pour arriver à faire en sorte qu'on atteigne la neutralité carbone ou pas très loin. Évidemment, aux erreurs de calcul près, c'est sur 30 ans, donc forcément il y a un certain nombre d'imprécisions, mais l'idée, encore une fois, était de donner des éléments pédagogiques. Voilà, et on a abouti donc à un travail qui a été publié fin novembre 2021 et qui fait l'objet d'ailleurs de compléments, puisqu'on va dire qu'on a publié le travail entre guillemets technique, mais il manque par exemple les impacts macroéconomiques. Et on a regardé aussi également ce que ça donnait sur le numérique, ce que ça donnait sur un certain nombre de filières, 5 filières, alors là pour le coup avec les professionnels. On a également regardé, on a interrogé un groupe de 31 personnes pour leur décrire chacun des scénarios et avoir leur retour, c'est-à-dire avoir ce retour un peu social à hauteur d'individus, et pas simplement à hauteur de techniciens ou de spécialistes du sujet.
On aura également les calculs d'empreinte, matière et GES. Enfin, voilà, on a 14, ce qu'on a appelé feuilletons, qui sont en cours de publication. Donc, on a commencé la semaine dernière avec la partie électrique et les métaux de la transition énergétique. Et puis les autres vont s'échelonner entre le mois de mars et le mois de mai. Alors, ces quatre scénarios sont évidemment très différents, très contrastés. Encore une fois, c'est un intérêt pédagogique. Donc le premier qui s'appelle génération frugale. Alors normalement, vous allez voir une diapo avec pour chacun des scénarios, 7 mots-clés un petit peu qui donnent le corps, la définition de ce travail-là. Donc le scénario 1, donc génération frugale, on a des changements vraiment dans les modes de vie qui sont soit, voilà, on y arrive. Donc vous pouvez passer à la suivante. Voilà, ça c'est ce que je vous indiquais. Et puis, donc on passe au scénario, voilà. Donc le premier, génération frugale, c'est un scénario où on va consommer 2 fois moins d'énergie qu'on en consommait en 2015. Je vous donne une idée. Avec des évolutions très fortes. Vous le voyez ici, par exemple, on consomme 3 fois moins de viande qu'aujourd'hui. On est dans de la rénovation massive des bâtiments existants. Beaucoup moins de construction neuve. On a également un réinvestissement des zones rurales, des villes moyennes. On diminue de 30% les déplacements du quotidien. L'avion n'est plus réservé que vraiment à des choses presque indispensables. Donc il y a une limitation notamment de l'usage de l'avion, etc. Et cela par trois leviers en fait qu'on utilise d'ailleurs dans les cas de scénario plus ou moins fortement. Le premier qui est la contrainte, voilà, il y a des dispositions contraignantes qui vont faire que de toute façon on va par exemple réduire la vitesse sur les autoroutes, on va éventuellement avoir de la fiscalité diverse et variée qui va faire qu'on va pousser les gens effectivement à faire attention ou à limiter leur consommation de biens ou de services, donc d'énergie derrière. Il y a le levier de la sobriété, c'est-à-dire expliquer aux gens qu'ils doivent réduire leur consommation au plus près des besoins. Et puis, il y a le levier de la technique, parce que la technique existe. Vous voyez que c'est un scénario dit low-tech en général. Pour autant, on n'exclut pas, par exemple dans le domaine de la santé, de pousser à fond la recherche, le développement, parce qu'on estime qu'il y a une nécessité de mieux diagnostiquer et de mieux traiter les maladies. Le scénario 2, c'est un peu le 1, mais voilà, un petit peu plus, entre guillemets, adouci. On a un peu moins de contraintes, beaucoup plus de sobriété, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir essayer d'expliquer aux gens qu'il faut moins consommer, donc on pousse un peu plus la sobriété, avec là encore une mobilité maîtrisée, et on a une réindustrialisation de quelques secteurs, puisqu'on a une gouvernance locale très forte. Le 3, technologie verte, alors là on change carrément de monde, de société, où on va s'appuyer beaucoup sur la technologie, relativement peu sur la contrainte, et relativement peu sur les évolutions de mode de vie, avec du coup une demande en énergie qui est à peu près 30% de moins que celle de 2015, et donc avec une exploitation de la biomasse très forte, avec un scénario de déconstruction-construction très fort, même si on n'atteint pas le nombre de constructions neuves comme on l'avait en 2019. Et puis, c'est les scénarios aussi où on consomme le plus d'hydrogène. On est quasiment à 100 TWh, mais on en importe quasiment 50%. Hydrogène vert, évidemment. Et puis le 4, alors là, on lâche la bride, on consomme comme on veut. C'est vraiment la technologie, on fait le pari sur la technologie qui va nous aider à consommer moins. Alors effectivement, on consomme moins d'énergie qu'en 2015, à peu près 20%. Mais au détriment d'impacts environnementaux très forts, puisqu'on a une très grosse consommation d'eau d'irrigation, on a une très grosse consommation de ressources, par exemple. Donc on est dans un scénario où on va exploiter les fonds marins, on va exploiter les pôles pour aller y chercher notamment des métaux, et on va faire de l'exploration, notamment sur la Lune.
c'est pas de la science-fiction, hein, ça se prépare déjà. Hein, donc voilà. Et un des paris, c'est effectivement de compter sur le captage du CO2 dans l'air ambiant, donc les DAX en anglais, alors qu'aujourd'hui, c'est évidemment pas une technologie mature. Voilà. C'est pas de la science-fiction. En fait, ce qu'on a, c'est qu'on a poussé des limites d'un certain nombre de technologies, mais il n'y a aucune technologie de magie ou autre qui arrive. Si on résume un petit peu, diapo suivante, les problématiques un petit peu de ces scénarios. Donc le premier, voilà, si vous pouvez passer la diapo suivante. Voilà. Donc le premier, c'est un pari sociologique et de réussir une évolution des comportements rapide et d'ampleur. Le deuxième, c'est aussi un pari, on compte sur l'intelligence des gens pour comprendre qu'ils doivent évoluer dans leur mode de vie. Le 3, c'est une espèce de ligne de crête donc, entre la décarbonation, la technologie, sans modifier en profondeur nos modes de vie. Et puis le 4, c'est de vraiment parier sur la technologie pour nous aider non seulement à consommer moins d'énergie, mais surtout à réparer les impacts environnementaux et arriver à la neutralité carbone, sachant que dans le 1 et le 2, on arrive à la neutralité carbone sans technologie particulière. Il y a un tout petit peu de CCS dans le 2. Le 3, on fait du captage de CO2 à la sortie des grandes chaudières biomasse, parce qu'on utilise énormément de biomasse. Et dans le 4, on a ces technologies-là, plus donc le captage de CO2 dans l'air. Voilà, là je vous ai fait une description, on peut passer à la diapo suivante, je vous ai fait une description, on va dire, plutôt sociétale. Évidemment, il y a plein de graphiques, il y a un document qui fait 687 pages, donc si vous voulez, il y a énormément. On peut regarder le côté technique, mais il me semblait que vis-à-vis de vos préoccupations, finalement, dans le cadre de ce groupe-là, le côté sociétal me semblait peut-être plus important. Et pour finir, en fait, on a ressorti de ce travail-là, qui est un travail évidemment technique, scientifique, extrêmement poussé, extrêmement dense, et avec une interaction entre les secteurs qui est très importante. 5 problématiques de société. Le premier, c'est sur la sobriété. Jusqu'où on peut aller dans la sobriété, puisque la sobriété, ce n'est pas simplement je consomme moins, c'est aussi derrière moins de ventes de produits, de services. Typiquement, c'est une industrie qui va produire en France presque 2 fois moins que ce qu'elle produit aujourd'hui. C'est un secteur du bâtiment qui lui aussi va devoir se réorganiser. C'est une agriculture aussi qui va devoir se transformer, parce que sur le 1, on est sur des agricultures avec très peu d'intrants, sur le 4, beaucoup plus. Voilà, donc jusqu'où on peut aller dans cette transformation et jusqu'où la population est prête à s'engager aussi. Le deuxième, c'est sur l'utilisation des puits naturels. Il est évident que plus on pourra s'appuyer sur les puits naturels, donc les forêts, les sols en l'occurrence dans notre exercice, puisqu'on n'a pas regardé la partie océan, comment on fait pour à la fois utiliser ces puits naturels, donc les conserver le plus possible en état, et en même temps utiliser notamment la forêt pour faire de l'énergie, pour avoir des matériaux et pour tous les services écosystémiques qu'elle peut rendre. Le troisième, c'est sur le régime alimentaire. En France, le régime alimentaire, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc se dire qu'on essaie d'atteindre la neutralité carbone sans toucher au régime alimentaire et sans toucher à l'agriculture, ce n'est pas possible. Et donc il y a 2 éléments très forts. C'est effectivement dans le 1 et le 2, une diminution de la consommation de viande rouge, donc de bovins qui émettent beaucoup de méthane. Et le 2, c'est une agriculture qui est très extensive, avec très peu d'utilisation d'intrants, et donc moins d'émissions de N2O. C'est d'ailleurs ces 2 seuls scénarios où on atteint les 50% diminution d'émissions du secteur agricole, qui est un objectif français. Le 4, c'est sur l'artificialisation, tout ce qui est autour du bâtiment. Qu'est-ce que l'économie du bâtiment dans une société où on construit alors 30% de moins, voire 100 fois moins en 2050 que ce qu'on construit aujourd'hui. Et puis le dernier, c'est sur le modèle industriel, j'en parlais. C'est quoi une industrie d'abord qui se décarbone, hein, ce qui n'est pas forcément hyper simple. Hein, si on veut diminuer de 80% les émissions de carbone de l'industrie, on n'y arrive pas de façon très simple. Et puis, c'est quoi le modèle
lorsqu'on vend des biens qui sont durables, réparables, dans le cadre d'éco-conception, dans le cadre de l'économie de la fonctionnalité. Voilà, ça veut dire quoi ce modèle industriel, comment il arrive à se réinventer. Voilà. Alors c'est très court évidemment, mais vous avez un site internet que vous allez voir dans la prochaine diapo, donc transition2050.adem.fr, où vous trouverez donc le rapport que je citais de 687 pages. Si vous avez des insomnies, vous pouvez. Sinon, si vous n'avez pas d'insomnie et assez peu de temps, vous avez le résumé exécutif de 12 pages qui, lui, est plutôt une vision sociétale, un petit peu ce que je viens d'exprimer. Puis, par contre, vous avez la synthèse qui fait 44 pages, qui, elle, est plus technique. C'est vraiment une synthèse du travail. Donc, si vous voulez vous plonger un peu plus dans les hypothèses, dans les graphiques et dans les changements, dans les impacts, vous pourrez lire. Et la synthèse, le résumé exécutif sont également en anglais, pas le rapport en intégralité. Et puis, vous avez aussi d'autres documents que vous trouverez soit en français, soit en anglais. Voilà. Merci de votre attention. Merci pour cet aperçu qui va susciter des questions, je n'en doute pas. Nous allons, avant d'y arriver à ces questions, nous intéresser à présent à ce changement de nos perceptions de l'énergie, au rôle de la publicité, grâce à l'intervention de Claire Tutnuy. À toi la parole, Claire. Merci beaucoup, Arnaud. If you don't mind, I will speak English and the charts are in Si French, ça vous so est everybody égal, has something. je vais parler en anglais, mais les slides sont en français. Et c'est assez approprié que je parle à cette table parce que tout ce que je vais dire est basé sur les études qu'on a pu faire. Mais tout d'abord, un mot. IP, c'est Entreprise pour l'environnement. Ça regroupe quelques 60 sociétés en France, dans tous les secteurs, qui travaillent ensemble sur le climat, la biodiversité, les ressources, etc. Peut-être, est-ce que je peux voir la présentation? Vous l'avez, c'était ce que vous aviez commencé à projeter. Prochain slide. Nous avons travaillé sur la transition écologique depuis longtemps. En fait, on a commencé à travailler sur la neutralité carbone lorsque France a déclaré en 2017 que l'objectif était la neutralité carbone pour France d'ici à 2050. Et à l'époque, c'était incroyable. L'industrie croyait que c'était impossible. Mais la science a confirmé et le GIEC a confirmé absolument qu'il faut continuer et qu'ils ont continué les alertes. On connaît les causes. Et on connaît que le monde des affaires commence à savoir qu'il n'y a pas de business sur une planète morte. Et on sait tous ce qu'on fait maintenant est important, mais pas adéquat. Le Conseil pour le climat est critique. Comme on a déjà dit, la politique de climat aujourd'hui, l'action sur le climat, on parle de 3 degrés. Et on continue de détruire la biodiversité et 3 jeunes sur 4 en France ont peur de l'avenir. Et ça, c'est massif pour l'entreprise. Les jeunes ne sont pas avec nous. Donc, que faut-il faire? Ce qu'on constate, c'est que la transition écologique n'est pas un besoin sociétal. C'est beaucoup d'attentes, mais comment faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qui doit faire quoi? C'est plus une question de gouvernance et de prise de décision et de process. En 2017, on a décidé de regarder la neutralité carbone. Et qu'est-ce qui est possible? Et c'est toujours un monde économique. Est-ce que le business est compatible avec cette neutralité? Donc, on a commencé à décider de faire l'exploration collective fondée sur le business pour savoir ce que ça voulait dire pour la France. On a décidé de voir tous les secteurs, mais seulement en France, puisque c'était une espèce de modélisation. On avait des données et on voulait regarder l'image globale, y compris les aspects sociologiques, ce que ça impliquait pour les gens et pour les secteurs. Et puisqu'on a fini cette étude en 2019, c'était au milieu du mouvement Gilets jaunes, donc on avait une consultation, un dialogue de citoyens et de parties prenantes, ce qui a mené à la publication de ZEN 2050 pour 0 émission nette d'ici à 2050. Le message est clair.
avec des résultats assez encourageants. Les 3 questions principales, prochain slide, avaient une réponse positive. Autrement dit, la neutralité carbone de France est possible sans exporter les émissions et sans arrêter la vie. C'était compatible avec la croissance économique et aussi avec une manière diversifiée et confortable des gens, une vie confortable. Donc, ce n'était pas accroupi à côté d'une bougie. Et c'est une transformation sans précédent. Prochain slide. Comme vous pouvez le constater, il s'agit de moins 0,45 par an, 4,5% par an. Dans la présentation de Corinne, c'est plutôt autour de 1 ou 2. C'est sans précédent, sauf qu'en France, on a arrêté le business de charbon à cette vitesse dans les années 70 et 80, mais c'était un seul secteur et 2 régions, le nord et l'est. Mais ils avaient souffert et tout le monde se souvient de ça. Donc quand on dit sans précédent, on voit que c'est très difficile. Et pour être franc, c'est encore plus difficile maintenant parce que depuis qu'on n'est pas en 2015, on est en 2022 et maintenant, ce sera plutôt 5,5% qu'il faudrait. C'est énorme. Et c'est compté sur un point de vue un peu optimiste d'absorption. D'absorption augmentée par l'agriculture et la forêt, et des émissions très réduites dans tous les secteurs, agricoles étant le moins sous contrainte, puisque c'est à l'air libre. Donc c'est divisé que par 2, mais le reste est moins 90, moins 70%. C'est une transformation massive qu'ils ont envisagée. Et la chose principale qu'on tire de cette étude, c'est que c'est ça les conditions pour la réussite. Il faut tout faire. Le prochain veut dire qu'il faut tout faire. On a besoin de tout le monde et toutes les solutions. Et toute partie de la société, y compris, et c'est la partie nouvelle de l'étude, c'est qu'on a besoin des consommateurs. On a besoin des consommateurs citoyens. Et c'est la force du travail, c'est tout le monde. C'est des gens avec de l'argent qui gardent dans la banque, etc. Donc on sait qu'on a le rôle des acteurs économiques, il faut développer les solutions, il faut transformer l'outil de production. Il y a une transition professionnelle. Tout le monde doit travailler avec le climat et la transition écologique dans leur boulot et dans leur secteur, leur fonction. Ils doivent financer les investissements et ils doivent également faire un marketing responsable. Mais je vais y revenir. Et les politiques doivent expliquer ce que ça veut dire d'œuvrer pour cette transition. Il faut produire des lois, avoir des contraintes peut-être un peu plus contraignantes que maintenant. Ils doivent faire ça de manière équitable. Il faut que ce soit équitable. Il faut aider les pauvres qui sont le plus vulnérables à pouvoir effectuer la transition, que ce soit abordable. Il faut aider dans l'investissement pour l'innovation et il faut aussi travailler au niveau international. Mais les consommateurs citoyens jouent un rôle énorme aussi parce que c'est eux qui doivent changer leur façon de vivre. Et vous ne pouvez vous attendre à ce qu'ils changent cette façon de vivre sans leur demander de le faire et sans expliquer ce qu'il faut faire et pourquoi c'est bien et pourquoi c'est difficile et comment on va les aider. Ils ont besoin de rénover leur maison. On parle de rénovation. Les maisons ne seront pas rénovées sans que les personnes commandent les travaux. Et même si c'était gratuit, c'est difficile de leur encourager de le faire. On le fait quand? Ça coûte combien? Donc c'est compliqué, c'est une prise de tête. Il faut qu'ils participent activement et positivement à cela. Il faut qu'ils aient envie de le faire pour accepter d'être forcés à le faire. Évidemment, c'est une tendance, mais il faut que ce soit un peu plus rapidement pour que ça continue. Donc ça ne peut pas être simplement, on ne peut pas s'attendre, il faut qu'il soit actif. Évidemment, dans la mobilité et dans l'habitat, est-ce que je vis près de mon travail ou est-ce que j'habite loin? Donc il faut que je prenne ma voiture et ma femme a besoin d'une deuxième voiture. Et comment faire ça? Et donc, c'est consciencieux et c'est difficile et des décisions sont difficiles. Et tout le reste de la consommation aussi. Donc, il faut revoir leur façon de voir en quoi consiste la bonne vie. Et
et en quoi consiste l'énergie et la bonne vie. Tout ça, c'est important. Il va falloir payer plus cher l'énergie. Et on fait ça comment? Je vais y revenir au niveau du marketing responsable et communication, qui est le prochain volet dont on s'est occupé après la publication de l'étude. On a décidé de travailler là-dessus parce que les acteurs économiques créent effectivement la manière dont les gens voient et perçoivent la bonne vie. La publicité joue un rôle principal dans la manière dont les gens souhaitent vivre. Donc, c'est quoi la publicité, le rôle à jouer la publicité dans ce domaine? Quel est le mix? On a fait un groupe de travail avec la direction de marketing de nos membres et la communication et le développement durable, les équipes de développement durable pour travailler de tandem de la manière qu'on puisse aller plus vite dans la publicité. Comment on peut enseigner par le biais de la publicité? En quoi consiste la transformation écologique dans la vie des gens? Et pourquoi c'est désirable? Et on sait que la pub est tellement puissante. Et ça a été difficile parce que c'est un conflit. On veut vendre plus ou on veut vendre des choses soutenables, durables. Est-ce que c'est long terme? C'est une question long terme, court terme, long terme. Et enfin, on est arrivé à un certain nombre de livrables et dont le premier, c'est les stéréotypes de la transition écologique. C'est une publication dont je traite principalement dans cette présentation. C'est en anglais à cause de vous, parce que c'est aussi disponible en anglais sur notre site. On a accéléré ce processus-là. Évidemment, c'est aussi disponible en français. Et c'est basé sur ce qui a été fait sur la diversité par rapport au genre et la diversité sociale dans la publicité. Vous connaissez cette approche au stéréotype de diversité. Vous avez vu ces femmes qui aident les hommes pour préparer à manger. Il y a de la pub. Et la profession a fait très attention d'œuvrer à changer ces stéréotypes, et ça marche. Donc, elle a essayé de travailler dans ce sens, et on a produit un guide pour les publicitaires sur les stéréotypes qui sont bien ou pas bien pour la transition écologique, qui soient compatibles ou pas avec cette transition. Prochain slide. Et je vais y revenir à celle-ci. Donc, devenir conscient des stéréotypes va aider la profession à changer un peu et d'avoir une représentation de en quoi consiste la bonne vie et que ça puisse évoluer dans la tête des gens. Et c'est fait pour ça, la publicité. Donc, on a identifié 10 stéréotypes. On ne veut pas être trop long et trop prescriptif, mais ça a été sélectionné pour être efficace. On les a décrits, on a expliqué pourquoi c'est important pour la transition écologique, pour voir les effets de levier, et quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'il faut montrer. Au lieu de promouvoir quelque chose qui n'est pas bien pour la transition, est-ce qu'on peut promouvoir des outils qui sont meilleurs? C'est une échelle aussi. Il faut que ce soit souvent, il faut que ce soit systématique. Certaines représentations doivent être systématiques, certains plus souvent, d'autres moins souvent. Est-ce qu'on peut l'éviter? Et beaucoup d'illustrations et d'images pour montrer en quoi ça consiste. Donc, je vais vous donner les 10 stéréotypes. Et vous allez voir qu'ils proposent surtout quelque chose à voir avec l'énergie. Les compulsifs carnivores, c'est pas l'énergie, c'est la viande. C'est pas inattendu, mais quand on montre aux personnes un bon repas de famille avec des amis, c'est très souvent un grand poulet ou un rôti qui est sur la table. Évidemment, le prochain, c'est beaucoup tendance à l'énergie. Donc, la mobilité par le biais de carburant. Ensuite, Conquistador, c'est plutôt le lien avec la nature. Encore une fois, c'est pas seulement pour le climat, c'est pour le climat et la biodiversité et la relation avec la nature. Et Conquistador avec le plus grand véhicule dans un environnement pristine sur la route, parce que c'est comme ça. Et donc, c'est la conquête, en fait.
un objet de la conquête. Donc on voulait identifier ça. Non, les grands véhicules, c'est pas normal d'utiliser ces véhicules-là. C'est exceptionnel. Et autosoliste, c'est lié à l'énergie aussi. C'est des gens qui conduisent seuls. En anglais, c'est solo driver. Et la mobilité partagée, on sait que la mobilité partagée, le vélo, c'est la mobilité soft, c'est l'avenir vers le futur. Pourquoi toujours montrer quelqu'un, un homme ou une femme, seul dans la voiture? Le cinquième, ce n'est pas directement lié à l'énergie, c'est le rêve de la maison du pavillon. Souvent, la promotion est des pavillons dans un banlieue. Et c'est un des plus puissants stéréotypes contre la transition écologique. Parce que si vous habitez lointain, vous avez 2 véhicules, vous avez 30 km x 4 par jour, et vous ne pouvez pas économiser l'énergie. Et une petite maison, même si c'est neuf, a 6 côtés. Et donc, c'est plus difficile à isoler et à rénover. Donc, c'est un grand morceau. Ensuite, c'est lié directement à l'énergie. Vous avez des gens l'hiver en t-shirt avec la neige qui tombe. C'est pas comme ça qu'il faut représenter l'hiver. Il faut avoir un pull en hiver. Il faut éviter de représenter que c'est normal de vivre dans un t-shirt en hiver en Europe. Ensuite, la plage au bout du monde utilise beaucoup d'énergie et il y en a des plages aussi de ce côté-ci du monde. Pourquoi promouvoir des plages plus lointaines? Et donc ça aussi, c'est beaucoup d'énergie. On essaie de trouver des endroits sympas pour les vacances sans avoir trop de consommation énergétique. Et ensuite, surconsommation. On lie le bonheur et la consommation, c'est vite fait. Toujours plus vite aussi. C'est aussi lié à l'énergie. On passe beaucoup d'énergie pour accélérer. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça? Et parfois, plus long, c'est mieux. Et on a ces mouvements qui viennent. Et en dernier, c'est le fantasme de la nature. C'est plus la relation avec la nature, parce qu'encore une fois, on représente toujours soit la nature fantastique, où on domine la nature, ou alors un jardin avec une pelouse absolument propre. Et ce n'est pas ça que devrait être la nature, parce qu'on veut la biodiversité. Donc, ce n'est pas lié à l'énergie, mais c'est important à la transition écologique aussi. Prochain slide. Pour chacun de ces stéréotypes, nous avons une illustration de ce qui est recommandé, de ce qu'il faut éviter, si possible, et des alternatives. Vous voyez, réparation du monde de luxe, ou la nature avec une mobilité basée sur le pétrole, un lien à la nature avec fantaisiste. Dans ce Toyota Let's Go Places, voici les illustrations. Mais tout ce que je voulais faire, c'est qu'on est en train de promouvoir ce guide, prochain slide, on fait une promotion comme un outil pour la formation chez les publicitaires. Et c'est bien reçu parce que bien des jeunes parmi les publicitaires sont très créatifs, ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Et ça veut dire quoi? Je pourrais être plus écologique, mais je fais comment? Et c'est justement, c'est là pour donner des idées de ce qui peut être fait. Et on espère que ça va être utilisé. On espère que de plus en plus de sociétés vont être orientées de cette manière. Est-ce que ce sera un agenda réussi pour la diversité et pour être conscient des stéréotypes et les actions à prendre à la place? Un mot sur la dernière chose qu'on a faite. Non, mais je vais m'arrêter là, en fait. Merci. Merci Claire.
Alors, on en saura peut-être plus après grâce aux questions qui seront posées depuis la salle sur ce troisième point peut-être que tu évoqueras. Car à présent est venu le temps de l'échange avec la salle pour des questions en direction des intervenants ou des commentaires de votre part. Je profite d'avoir le micro pour vous signaler aussi que il y a des verres et de l'eau dans le couloir juste à côté, mais on vous demandera de bien garder votre verre et de le réutiliser tout au long de la journée. N'hésitez pas à vous servir si vous avez soif et à continuer d'utiliser votre verre tout au long de la journée. Il y a plusieurs mains qui se sont levées. Je fais confiance donc pour pouvoir faire circuler le micro assez rapidement. On va prendre une série de questions, puis une deuxième. Okay, thank you very much to Merci everybody. beaucoup à tout le And monde thanks for the et presentations. merci pour les présentations. I'm a member Je suis from membre Ireland. d'Irlande. And like everybody in the room, I'm sure also, Comme I'm tout le very monde dans la concerned salle, je suis très about, the concerné future, par and l'avenir sustainability, et la and durabilité making sure we preserve pour the s'assurer qu'on préserve la of the next capacité generation to de la enjoy prochaine the fruits of the génération planet, de just like profiter we des have. fruits de la planète comme nous l'avons But fait. in relation to Par a rapport direct question à une to question the directe panelists, aux do you panélistes, believe est-ce that que it's vous croyez que c'est possible to achieve de carbon neutrality réaliser une in neutralité carbone agriculture dans and l'agriculture feed 10 billion people et going d'alimenter forward? 10 milliards de personnes à l'avenir parce And que the ça va être second point critique. Et would le be deuxième point, in relation c'est to, par rapport plant proteins à des versus protéines meat. en A lot of the provenance des plantes scientists, comparées à la viande. indicate, Beaucoup de scientifiques in disent, scientific papers, dans les papiers suggest scientifiques, ils that suggèrent plant proteins lack a lot que of les essential protéines amino acids manquent des plantes, that manquent are des contained acides within animés red meat. qui So, en provenance I would de like la to viande. have the science J'aimerais voir la illustrated science at derrière ces every conclusions public platform in order dans toutes to les make sure plateformes that we have publiques full pour être sûr que information. nous ayons And I'll la bonne rest that one information. there. And then Et je laisse the cette final question-là point is posée. the panels, Et le dernier point par rapport au panel, opinion, quelle est have they l'opinion? given a lot of Est-ce qu'ils ont donné consideration beaucoup de to food considération produced, à la particularly nourriture plant proteins produite, surtout des that protéines require végétaux irrigation, because qui nécessitent une about 80% irrigation of parce que food produced on the 80% planet produits needs irrigation, and sur I'm la not so planète sure have we doivent done, poser cette question et je have ne we suis pas done, sûr qu'en effet nos all the devoirs calculuses et les calculs calculations nécessaires behind pour the derrière sustainability of la our durabilité production. de l'irrigation So thank pour you la very much production for everybody des aliments. Donc for merci à tout le contributions. monde et merci pour vos contributions. Thank you so much for the excellent presentations Merci pour and the cette clarity présentation. within which the ideas were presented. I'm a member, I'm from Portugal. Je suis du Portugal et je pense que selon les scénarios représentés, combattre le changement climatique, personne ne peut être laissé au bord de la route. Il faut que tout le monde s'intéresse de réverser les effets sur le climat. Il faut changer tous les processus pour arrêter le changement climatique. On vit dans une société qui a eu le luxe de produire des produits qui étaient faits pour être jetables. Il s'agit du plastique. Il faut être conscient de ça. Et c'est pour ça qu'il faut changer notre manière de consommer. Chercher des alternatives plus durables et des solutions plus écologiques. Les sociétés qui produisent des biens de consommation doivent être capables de fournir aux consommateurs des produits plus durables, là où il y a moins de gaspillage, où la production est locale. En termes de carburant, le carburant n'est pas dépensé pour faire traverser les produits le monde entier. En pensant à l'Europe, introduction d'incitatifs à une production locale et une réduction de l'utilisation de plastique. Dans la pratique de la production, il peut avoir un impact significatif dans la lutte contre le changement climatique. C'est ça ma question. Merci. Alors, j'ai une question pour chacun des intervenants. La première, en fait, pour Jean-Louis Berger. Vous parliez des puits sur le sujet des puits à carbone. Vous parliez de replantation, comme solution pour la captation du CO2 avec les forêts, mais on n'évoque pas les sols agricoles en fait.
On a une agriculture qui est soutenue au niveau européen par la politique agricole commune, qui est un modèle qui appauvrit les sols et qui est aussi beaucoup utilisateur d'intrants qui contribuent au réchauffement, à l'émission de gaz à effet de serre. Et ce serait une solution d'avoir en privilégiant une agriculture, un modèle agricole plus de conservation des sols, d'optimiser la captation dans les puits à carbone. Voilà. Donc ça, c'est une question. Pourquoi on n'encourage pas au niveau européen une agriculture plus responsable? Et l'autre question pour Claire Tutnut, en fait, il y a eu dans la Convention citoyenne pour le climat des propositions intéressantes pour la régulation de la publicité. Alors là, on voit une proposition qui est sur le bon vouloir. Quelle est, selon vous, la part de réglementation qu'il faudrait aussi envisager? Est-ce que le BVP, par exemple, qui est le Bureau de vérification de la publicité, qui est un modérateur aussi, peut intervenir en termes de responsabilisation des annonceurs et des publicitaires? Thank you very much. My name is Simo Tianen. Merci beaucoup. Je suis Simo Tianen. Je suis membre du comité de Finlande. Donc, merci beaucoup aux orateurs qui étaient très intéressants et vraiment très bons. J'ai plusieurs questions moi-même, mais je vais peut-être me tenir au scénario présenté par Jean-Louis Berger concernant les différents scénarios nous permettant d'atteindre la neutralité carbone. Ma question, est-ce que dans l'un de ces scénarios, on a regardé la production d'énergie? Parce que dans vos scénarios, vous dites qu'il faut consommer moins d'énergie. Mais pour moi, ma grande question, c'est comment vous produisez l'énergie que vous utilisez. Bien sûr, il faudrait produire cette énergie sans ayant recours aux carburants fossiles. Et c'est-à-dire que nous devons libérer l'Europe de sa dépendance de ces carburants fossiles. Donc, vous n'avez pas parlé de l'énergie utilisée. On n'a pas entendu ce mot nucléaire non plus. Donc, quelle est la production énergétique utilisée? Merci. Alors, on peut peut-être prendre une dernière question et après on fera une deuxième série. La question là-bas. Bonjour, je m'appelle Leslie, je suis étudiante et effectivement je fais partie c'était 3 jeunes sur 4 qui ont peur pour le futur, d'où ma présence aujourd'hui avec vous. J'avais une question pour Monsieur Berger, c'était notamment par rapport au low-tech. Vous parliez dans le scénario frugal que nous aurions peut-être intérêt à s'intéresser davantage aux low-technologies. Et je me demandais à quel point, ou si l'ADEME soutenait le déploiement des low-tech, ou est-ce que c'était fait seulement, je ne sais pas, par des appels à projets, etc. Et ma deuxième question est pour Madame Tutnut. Vous parliez des stéréotypes dans la publicité, et je me suis posé la question, est-ce que vraiment, juste en changeant par exemple les destinations de vacances, on pouvait arriver à une publicité qui respecte davantage l'écologie et l'environnement. Mais je pense que c'est pas possible. Et ma question est, notamment Greenpeace par exemple et d'autres organisations plaident pour une interdiction de la publicité liée aux énergies fossiles, l'aviation, le transport maritime,
quelle est votre opinion? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Parce que si j'ai bien compris, Airbus était notamment dans la liste des entreprises qui ont participé à votre étude. Donc merci de me donner votre opinion sur ce point. Merci beaucoup. Donc merci. On prendra une deuxième série de questions ensuite. On va d'abord tâcher de répondre à celles qui viennent d'être posées. J'ai pris bonne note du fait que plusieurs d'entre elles s'adressaient directement aux intervenants présents ici à la tribune. Et j'ai remarqué aussi que les deux premières ne visaient pas un intervenant en particulier, mais pourraient peut-être être traitées par Corinne Lequéré, parce qu'on demande d'abord des informations scientifiques sur l'alimentation dans un monde qui aurait 10 milliards d'habitants. Est-ce possible de réaliser cela en atteignant une neutralité carbone en matière agricole? Deux questions qui sont liées à l'usage de protéines animales et végétales, y compris sous un angle irrigation ou accès à l'eau. Et la deuxième question qui concernait les alternatives au plastique, la baisse de l'usage du plastique, peut-être en promouvant la production et la consommation locale. Là aussi, une question qui est un peu liée à l'alimentation, mais pas forcément uniquement. Est-ce une voie à creuser pour aider à lutter contre le changement climatique? Alors, Madame Lequéré, est-ce que vous voulez bien essayer de répondre à ces deux premières questions? Oui, absolument. I will take the answer in English, given the question was in English. Thank you very étant donné much. que la question a été On posée the en anglais. scenarios Merci. for En ce qui concerne carbon les neutrality, scénarios this is a question de that is, neutralité explored carbone, very c'est une question que nous avons étudiée en profondeur depuis un certain temps. Est-ce qu'il est possible d'atteindre la neutralité carbone avec le besoin de nourrir 10 milliards d'habitants sur cette planète? Des questions d'eau également. Comment cela est fait? Eh bien, cela est étudié en utilisant des modèles socio-économiques, mais étant donné les contraintes liées aux trajectoires pour cette neutralité carbone, la question de puits de carbone, il y a également d'autres contraintes, c'est-à-dire la quantité suffisante d'eau. Oui, la plupart des modèles peuvent livrer en fait des modèles qui visent la neutralité carbone. L'approche est largement facilitée en réduisant l'utilisation d'énergie, en étant plus efficace dans notre utilisation énergétique, en étant plus frugal. Et il y a bien sûr des pratiques liées à l'agriculture et il y a également, par exemple, le fait de réduire la consommation de viande rouge parce que cela, bien sûr, crée davantage de gaz à effet de serre pour la production des protéines. Donc, en adoptant une approche mondiale, on peut arriver à cela. Mais lorsqu'on fait cela en pratique, comme on essaye de le faire aujourd'hui, il existe de grands défis auxquels il faudra faire face, là par rapport à la durabilité de l'utilisation des sols qui est cruciale parce que vous savez, dans certains endroits, l'utilisation de sols en Europe pour des puits à carbone n'empêcheront pas la déforestation ailleurs dans le monde. Voilà pourquoi il est important d'adopter la finalisation de l'accord de Paris
qui comprend en fait les règles pour le calcul de puits de carbone. Et cela sera très important, et cela à partir de 2021. Donc nous devons être vigilants. Il faut vraiment suivre l'utilisation des sols. En ce qui concerne les protéines des plantes, les protéines végétales, en fait, et la qualité alimentaire. En fait, le problème lié à la nourriture aujourd'hui, à l'alimentation, en fait, est plus lié aux questions d'obésité qui existent aujourd'hui. En fait, en introduisant une alimentation plus saine dans les menus permettrait de traiter à la fois cette question environnementale et les questions de santé également. Donc c'est une opportunité à saisir en améliorant notre régime alimentaire et notre santé en général. Et il est clair que ces questions santé et de qualité sont des sujets à traiter lorsqu'on passe à la question de transition. Et en ce qui concerne les plastiques ne sont pas une cause d'émissions de carbone. Ils sont un problème de durabilité en raison de la création de déchets qui sont introduits dans la biodiversité. Ce n'est pas une question d'émissions, mais évidemment, l'élimination des plastiques sera un moyen de réduire les émissions et en utilisant moins en fait de carburants fossiles pour le transport. Merci. En apporter également aux questions qui étaient posées à Claire Tutenuy en matière de publicité. Sa présentation qui a mis en lumière le travail fait sur les stéréotypes a amené des questions qui demandent au-delà du volontariat et de ce qui peut être fait actuellement. Y aurait-il des mesures de réglementation, des organismes aussi peut-être déjà existants qui pourraient en complément des mesures volontaires, aider à faire évoluer les pratiques. Je ne reprends pas le détail des questions et je te passe la parole. Merci beaucoup. First, EPE is not a lobbying organization. We are not passing D'abord, messages l'EPE n'est pas une organisation de lobby parce que nous posons des questions parce que nous n'avons pas de réponse formelle à la question de réglementation. Nous travaillons sur la base du fait que les actions volontaires sont une précondition pour la réglementation. Donc, il est important de démarrer avec des engagements, des actions volontaires. Et bien sûr, nous encourageons ces actions volontaires. Voilà pourquoi nous produisons ce guide. Et cela pour que la profession comprenne ce que cela veut dire et ce qu'il peut faire au cas où la réglementation devrait suivre. Est-ce qu'il faut interdire la publicité pour les carburants fossiles? C'est déjà interdit en France. On ne peut pas faire de la publicité pour les stations-service. Donc, il y a déjà certaines choses qui ont été faites. Alors, oui, c'est vrai il n'est pas interdit de montrer des avions pour le tourisme. Rappelez-vous que c'est une question économique également. La France est une destination touristique. La France a une forte économie aéronautique également. Donc, c'est très difficile de dire cela. De plus, vous savez que l'économie mondiale est basée sur les échanges, donc il y a des voyages d'affaires. Et au cours des 2 dernières années,
il y a moins de voyages d'affaires. Et en France, par exemple, depuis 2 ans, les vacances se passent plus en France qu'à l'étranger. Alors, doit-on interdire? Nous pensons que c'est trop tôt pour cela. Mais c'est en cours. Le monde économique doit comprendre quel est le nouveau mode de vie, que la société que nous promotons. Et il faut savoir que le scénario choisi n'existe pas encore. Et donc, le monde des affaires doit se rendre compte ce que cela veut dire, cette nouvelle société, les consommateurs également, afin de passer à la prochaine étape de la réglementation. Voilà ce que nous avons pu voir dans notre étude. Passons donc à présent aux questions qui étaient adressées à Jean-Louis Berget, qui concernaient d'une part les sols, l'agriculture, que fait l'Europe en la matière, le mix énergétique ou les mix énergétiques imaginables qu'il y a derrière les scénarios présentés, le low-tech et l'ADEME. Et donc nous allons entendre ces réponses à ce sujet. Alors, sur les puits naturels, il y a bien les sols, hein, c'est ce que j'ai indiqué. On a travaillé sur forêt, sol, on n'a pas travaillé sur la partie océan. Les sols sont bien dedans, notamment dans le 1 et le 2, on a une agriculture donc à très bas niveau d'intrants, puisque sur le 1 on est à 70% de bio, sur le 2 à 50% de bio, et le reste est à très bas niveau d'intrants. On a de l'agroforesterie, on a donc une agriculture extensive, des prairies, etc. Et donc il y a moins de sols utilisés pour la construction, l'aménagement en règle générale, les équipements et les infrastructures. Et de fait, on a une reconquête des sols qui est bien intégrée et comprise en tant que telle. Dans le 3 et le 4 surtout, on continue à éroder des sols, on a une agriculture intensive, etc. Donc on continue un petit peu sur la lancée d'aujourd'hui. Donc oui, on a bien intégré la partie sol dedans. Et on est même en train de faire un travail beaucoup plus précis sur cette partie sol. Ça fait partie des feuilletons dont je parlais et qui va être publié au mois de mars. Alors, sur la production d'énergie, oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé de production d'énergie. On a bien regardé les deux, c'est-à-dire on a d'abord travaillé sur la demande, dans chacun des scénarios, quelle va être la demande en énergie, et ensuite on a regardé comment on pouvait apporter cette énergie avec les différents facteurs qui existent, hein, soit de la chaleur, de l'électricité, des intermédiaires comme l'hydrogène par exemple. Et puis on a regardé comment on arrivait à décarboner cette énergie-là. Donc on a bien fait ce travail-là. Et voilà, donc effectivement, je n'ai pas montré tous les graphiques et autres, mais suivant les scénarios, on aboutit à des mix énergétiques un petit peu différents, notamment par exemple, alors le gaz, grosso modo, il diminue de S1 à S4, on utilise beaucoup moins de gaz dans S4 qu'aujourd'hui. Dans l'hydrogène, on a une montée un peu en puissance entre le 1, 2, 3, et puis après dans le 4, on n'en a quasiment plus. Dans le 1, on garde encore quelques raffineries en métropole parce que, ça a été expliqué tout à l'heure, il y a des secteurs qui sont difficilement décarbonables, effectivement, sur transport maritime, transport par avion, enfin voilà. Et sur l'électricité, en fait, dans les scénarios 1 et 2, on a de l'électricité, on a le nucléaire historique, donc nos centrales nucléaires avec des durées de vie différentes, plus Flamanville, hein, le PR de Flamanville, qui sont là. Et le reste, on développe les énergies renouvelables, photovoltaïques en particulier, et éolien, surtout éolien terrestre, et un peu d'éolien offshore. Dans le 3, on a deux options, compte tenu de la demande en électricité. Soit on garde ce nucléaire historique et puis on pousse les feux, entre guillemets, sur l'éolien flottant, qui est une technologie qui demande encore à être, une maturité, notamment technique, mais on pousse l'éolien flottant parce qu'on estime qu'on a fait le maximum sur l'éolien terrestre. Il y a des problèmes d'acceptation aussi à un moment donné. Et l'autre option, c'est on ne développe pas l'éolien flottant aussi fort, mais on met trois paires de PR supplémentaires
Et dans le 4, on estime qu'on n'arrive pas à produire l'électricité demandée uniquement avec des ENR. Et donc là, on développe l'éolien flottant, plus on rajoute 5 paires d'EPR nouveaux supplémentaires. Voilà. Et puis, bien sûr, dans le 3 et le 4, c'est là où on a l'énergie thermique à partir de biomasse la plus importante. C'est là donc où on exploite les forêts de façon beaucoup plus forte. Et c'est là où on diminue les puits naturels. Et du coup, notamment forestiers, les sols, on en a un peu moins parce qu'on les exploite plus. Et du coup, on a besoin de ces technologies de captage et donc de stockage. Hein, là, il y a la question aussi comment on stocke ces millions de mètres cubes. Alors en France, on a 2 possibilités. On peut le faire dans le nord de la France. On peut le faire dans l'ancien gisement de gaz naturel qui est dans le sud-ouest, voilà, dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais est-ce que ça va être accepté? Et puis le dernier, alors c'est le soutien de l'ADEME Holotech. J'allais dire oui et non, pas forcément en tant que tel. D'abord, si on nous présente des propositions où la technologie est plus simple, on va y aller. Et puis il y a des solutions aussi qui sont quelquefois même no-tech, etc., notamment au niveau des territoires, souvent qu'on soutient, parce qu'effectivement il y a un intérêt, notamment local, à développer ce type de technologie. Mais on a aussi des appels à projets qui sont très techno, hein, parce que voilà, c'est notre fonction en tant qu'agence de l'État d'aller sur les deux éléments. Voilà pour la réponse. Je voudrais juste ajouter un élément sur l'agriculture à ce qu'a dit Corinne Lecquéré. Il ne faut pas oublier qu'il y a 30% des produits agricoles dans le monde qui sont jetés à tous les niveaux, depuis la production jusque chez le consommateur. Donc il y a aussi une réflexion à avoir sur ces 30% de produits agricoles pour lesquels on dépense de l'énergie, de l'eau, de la main-d'œuvre et qui au final ne seront pas consommés par les humains. Voilà. Oui, je vais faire un tout petit commentaire sur l'agriculture, parce que ça a été un des points très cruciaux dans notre étude. Et on a constaté qu'en fait, tout le monde comptait sur la biomasse, les biomatériaux, les biofuels, les biogaz, etc., et l'alimentation, et la capture dans les sols. Et qu'en fait, c'était vraisemblablement un des nœuds de la transition, que de cette gouvernance des sols et de la biomasse, et de l'usage des sols. Est-ce qu'il faut faire plutôt des bioplastiques ou est-ce qu'il faut faire plus de la viande? Et les questions vont être des questions qui sont cruciales dans la décennie qu'on n'a pas résoudre entre entreprises. Hein. Donc il n'y a aucun chiffre sur les parts de bioénergie parce que c'est un des points de tension extrême avec en plus des implications sur la biodiversité, l'intensification de l'agriculture. Et je vous recommande un scénario qui s'appelle TIFA, 10 Years for Agroecology, qu'a fait l'IDRI, et qui montrait que l'Europe pouvait être autosuffisante en alimentation, avec une alimentation très favorable à la biodiversité et au stockage de carbone, mais évidemment avec beaucoup moins de disponibilité de biomasse pour l'énergie, ou d'usage des sols pour les ENR. Donc on voit bien que c'est des sujets de gouvernance qui vont être très clés dans les années qui viennent. Et avec des régimes alimentaires très différents de ceux d'aujourd'hui aussi. Voilà, avec 2 fois moins de viande. Ouais, donc merci aux 3 intervenants déjà pour ces réponses. Il nous reste une petite dizaine de minutes avant d'aller ensemble à l'extérieur prendre une photo de groupe et la pause ensuite. Il y a encore quelques mains qui se lèvent, 1, 2, 3, 4. Donc encore ces 4 questions, avec des questions courtes s'il vous plaît et des réponses courtes aussi. Yeah, Rudolf Kolbe from Austria, member Rudolf of Kolbe, this l'Autriche. group 3. Je suis membre du groupe 3 et je suis en fait du secteur bâtiment et architecte. Donc j'aurai des centaines de questions à vous poser, mais un certain nombre ont déjà été posées. Donc je reviens à ce secteur. Monsieur Berger, et aussi pour Madame Tutenuit, excusez ma prononciation française, dit l'orateur. Vous avez mentionné beaucoup de choses et je voudrais
remercier Claire, c'est plus facile. Donc, merci Claire pour votre présentation. Parce que vous montrez que c'est possible. Et vous nous offrez un optimisme dont nous avons besoin dans toute notre communication afin de motiver les personnes, leur faire comprendre qu'ils devraient s'engager dans ces process. Vous deux, ainsi que Madame Lequéré, ont mentionné que nous avons besoin de nos concitoyens. Comment mobiliser nos concitoyens? Et la question de transparence du process. Je vous donne un petit exemple. Si vous avez un appel d'offres pour des travaux de bâtiment, normalement, bien sûr, c'est l'offre la plus basse qui va être acceptée. Parce que, en fait, personne ne réfléchit à ce que ce bâtiment va consommer à l'avenir. Alors, pensez-vous qu'il faudrait avoir un label, comme pour les frigos, concernant non seulement la consommation énergétique, mais concernant tout le cycle de vie du produit? Alors, qu'en dites-vous de l'éducation, là? Parce que comment avoir une société sophistiquée qui suit les règles, mais pas les autres. Il faut que tout le monde puisse suivre les règles, c'est-à-dire dès les citoyens à la maternelle. Donc, comment arriver à cela? Merci. Oui, s'il vous plaît, essayons de faire court dans les interventions et les questions. Il reste très peu de temps. Merci beaucoup pour ces présentations très intéressantes. Moi aussi, j'ai beaucoup de questions, mais je vais demander une à Monsieur Berger. Monsieur Berger, merci beaucoup pour cette présentation intéressante avec ces scénarios. Alors, moi, je m'intéresse au processus suivant. Comment ces découvertes, ces recommandations sur ce processus compréhensif seront adoptés ou déployés au niveau public? Est-ce que vous avez toujours des approches de silos ou est-ce que vous avez une approche holistique? Je crois que c'est quelque chose de très important lorsqu'on parle de la mise en place, du déploiement de vos résultats de recherche. Merci, Monsieur le Président, et bonjour aux orateurs et merci pour ces présentations qui sont vraiment excellentes. Je voudrais demander aux membres de la table ronde si on accepte en fait que les émissions du bétail fait partie du cycle biogénique. L'émission de carbone est en fait décomposée après 10-12 ans, est absorbée par les plantes en photosynthèse, mangée par les animaux pour produire des bons aliments, et la viande en fait est consommée par des êtres humains. Donc c'est un cycle biogène ou biogénique. Et je voudrais savoir si vous êtes sûr lorsque vous dites que 100% de réduction en production alimentaire, et cela va être de 16 à 20% à travers l'Europe avec le pacte vert. Dans l'Union européenne, où la production alimentaire est celle qui est la plus transparente, la plus contrôlée, la plus sûre, de meilleure qualité dans le monde, lorsqu'on réduit cela, on a vu le secrétaire américain Vinsec qui cherchait en fait des pays qui pensaient pareil pour venir et remplir le vide qui sera laissé par la réduction de production alimentaire en Union européenne. Parce que, bien sûr,
c'est bien de parler d'un monde idéal, mais il existe un monde réel également. Et le monde réel dit que sans tenir compte des tendances, des publicités, la demande pour la viande et les produits laitiers va augmenter de 1 à 1,5% par an chaque année pendant 10 à 15 ans à venir. Donc, je dis qu'il faut travailler avec les agriculteurs qui, au cours des 30 dernières années, ont augmenté la production de 25%, toujours en réduisant les émissions carbone de ce secteur par 25%. Donc, il faut apporter notre soutien à ces agriculteurs. Il faut montrer que d'ici 2050, il faudra entre 60 et 90% d'alimentation supplémentaire pour nourrir le monde. Merci. Là, il y a une intervention en plus. Donc, et après, il y a un jeune homme au rang juste derrière encore. Andris Gobiņš from Latvia. I have two short questions and two linked to context, so I will have to mention that as well. Monsieur Berger, vous avez dit qu'il va falloir réduire de 50% donc l'objectif français de production de viande. Quelle quantité de cette viande est en fait produite pour la production de lait et quelle quantité pour la production de viande? Deuxièmement, Madame Tétunui, vous avez parlé de stéréotypes, mais je trouve que dans votre langage, vous parlez de citoyen, point consommateur. Et pourtant, les points que vous soulignez concernent les citoyens plutôt que consommateurs. Lorsque vous me parlez de consommateurs, j'ai l'impression d'être de la viande. J'ai l'impression qu'on me cible, mais pas mon cerveau. Donc, je préfère que vous me parlez de moi en tant que citoyen plutôt que de consommateur. Parce qu'un citoyen qui, lui, peut faire une bonne consommation. Et là, ça fait partie des changements d'attitude, bien sûr. En ce qui concerne notre contexte, nous sommes en situation de guerre. Ces situations de guerre, dans la plupart des cas, entraînent de grands désastres. Mais peut-être que dans certains cas, cela peut entraîner une motivation de changement. Je pense qu'en tant que mouvement pour la paix, la démocratie et l'environnement, et en fait, ils ont les mêmes règles, parce qu'on a parlé de ça hier soir. Il y a des liens très étroits avec tout cela. Donc, comment, en fait, obtenir la meilleure synergie de la situation actuelle où le mouvement environnemental pourrait renforcer les mouvements pour la paix et la démocratie en ayant un impact immédiat? Et comment, au contraire, je crois qu'on doit regarder au-delà. Parce qu'en Ukraine, l'industrie pétrolière et chimique ont été bombardées, créant des risques écologiques immédiats. Donc, dans ce contexte où les bombes volent, alors je crois qu'il y a toujours en fait une attitude par rapport à l'énergie nucléaire. Et c'est une question pour la Finlande et peut-être et la Hongrie. Je crois qu'on ne peut pas considérer ces centrales nucléaires comme étant sûres. Même en France, même si la France est distante de l'Ukraine, mais lorsqu'on voit les attaques avec des roquettes, des missiles rapides, eh bien, cela pourrait être mal utilisé. Et il faut se préparer dès maintenant, parce que les dangers ne vont pas s'éloigner. Lorsqu'on a quelqu'un qui se cloître dans un bunker et on voit ces missiles, je crois qu'il existe justement un risque par rapport à ces centrales nucléaires. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être rapide parce que je pense qu'on a déjà dépassé un peu le temps. Je m'appelle François Dubreuil, je travaille à la Ville de Paris sur les questions de transition écologique et de résilience. Et en fait, j'aimerais attirer votre attention sur un point en particulier. Donc, Michael Correia a publié en début 2022 un livre qui s'intitule, excusez-moi,
criminel climatique, dans lequel il fait le constat que les 100 plus grosses entreprises mondiales, enfin celles qui polluent le plus, produisent à elles seules 70% des gaz à effet de serre. Et parmi elles, donc les 3 plus gros pollueurs, donc Amarco, China Energy et Gazprom, sont capables à elles seules de dérégler le climat. Donc quels sont les leviers d'action que l'Europe ou quelles sont les possibilités de contrer ces multinationales? Voilà. Donc, merci pour cette dernière question très courte. Donc, j'ai relevé 8 questions pour finalement 5 intervenants. Il est déjà 13h03, donc je me tourne vers le secrétariat et le président pour savoir qu'est-ce qu'on a comme temps, encore 10 minutes. Donc on va tâcher de répondre en 10 minutes. On ne répondra peut-être pas à toutes les questions. On va reprendre le même ordre que tout à l'heure. Je vais proposer très librement aux 3 intervenants de répondre aux questions qu'ils souhaitent. Ils vont choisir de répondre à 1 ou 2 questions, mais alors vraiment brièvement chacun. Et si vous voulez poursuivre l'échange, vous n'avez pas eu de réponse à votre question avec eux, vous tâcherez de le faire dès qu'on a fini. Merci pour votre compréhension. Et donc la parole à Corinne Lequéry. Merci beaucoup pour ces questions très riches. So on the first, I will take the first two, if Sur I la may. première, je vais prendre les 2 premières. D'abord, par rapport à la transparence aux consommateurs de la personne d'Autriche, merci beaucoup. Et vous avez tout à fait raison que le niveau d'intervention doit être sur l'effort du client. Et l'exemple que vous avez donné est parfaitement à propos avec la construction des bâtiments et des labels. Alors, la question qu'on a maintenant, c'est que l'ensemble de la société est coincé dans ce réseau d'infrastructures qui compte sur les carburants fossiles. Et on ne peut pas laisser les choses comme elles sont et puis à la fin dire aux clients s'il vous plaît, n'utilisez pas telle ou telle chose ou service puisque ça émet trop de gaz à effet de serre. Donc il faut intervenir au début, dans la mesure du possible, pour être sûr que l'offre au client est une offre basse carbone et avec les changements structurels que ça implique. Il y avait une question sur l'émission de méthane et si cela fait partie d'un cycle naturel, tel que vous l'avez illustré, c'est exact, mais ce n'est pas parce que les émissions sont récurrentes dans un cycle naturel qu'on n'affecte pas les clients. Nous avons perturbé le cycle naturel. Le méthane, c'est un tiers de l'émission de méthane aujourd'hui. Donc, si on devait l'arrêter complètement, je ne suggère pas qu'on le fasse, mais si on devait arrêter tout, eh bien, un tiers du réchauffement qu'on a aujourd'hui, dû à l'activité, s'en irait dans les 10 ans. Donc, c'est substantiel. C'est un moyen de levier très substantiel dont on dispose par rapport aux bovins. Par rapport à la réduction de la production de nourriture en Europe, vous avez raison. Si cela ne déplace au niveau de l'importation de nourriture d'ailleurs, ça ne résout pas nos problèmes et on pourrait peut-être empirer les problèmes. Mais si la réduction de production en Europe est accompagnée ou drivée par une réduction dans la demande, par la gestion de gaspillage et l'évolution des régimes, alors on aura un effet significatif sur l'émission en provenance de l'Europe et les émissions globales. Merci beaucoup de vos très bonnes questions. Merci. J'aimerais réagir à ce que vient de dire Corinne. Ça confirme les questions de citoyens contre consommateurs. C'est l'importance de l'engagement de consommateurs. C'est une ambiguïté qu'on a tous. C'est une blague dans le business, c'est que les gens, même les militants, quand ils rentrent dans un magasin, ils laissent l'environnement à la porte. On a nos propres contradictions. On veut vivre où on veut vivre. On veut partir en vacances quand on veut, militant ou pas. Mais
mais les gens partent tous dans le même sens et dans la même direction et dans la même vitesse. La représentation de la transition, de la manière dont ça doit évoluer et comment ça peut évoluer, c'est important parce que tout le monde va trouver leur propre chemin, à la fois le citoyen et les consommateurs, et trouver le chemin, ce qui est difficile. Et à un moment donné, ils vont devant les élections, ils vont aussi à la boutique. Est-ce que tout le monde est cohérent entre les deux en faisant ça? La société doit trouver son cohérence et la publicité ne livre pas les bons messages parce que c'est des messages en contradiction avec ce qu'on souhaite au niveau de la transition écologique. C'est pour ça que c'est important de les rapprocher pour qu'ils soient plus cohérents en termes de synergie par rapport à la situation. Oui, ça peut être vu comme un signe ou comme une opportunité. Et le risque nucléaire, j'aurais dit deux autres choses au moins. Tout d'abord, on est en concurrence pour la terre, c'est pire que jamais. C'est dur. On a parlé du rôle de l'agriculture et de la production énergétique. C'est clé. Mais la vulnérabilité au niveau des coûts énergétiques et l'importance de gérer la demande de l'énergie pour être moins vulnérable par rapport aux risques qui ne vont pas être plus légers ni plus bas que maintenant. Il y aura des risques accrus suite au changement climatique. On va avoir des sécheresses, la production de nourriture sera réduite par les différentes pratiques et aussi par la sécheresse. Et ça sera beaucoup plus de tension. Il faut être moins vulnérable et trouver notre résilience pendant cette transition. Oui, assez rapidement. Merci, collègue autrichien, d'avoir soulevé le problème de la mobilisation des citoyens. C'est un sujet extrêmement lourd, long, compliqué, donc je ne vais pas faire une réponse globale. Je veux juste insister sur deux points. La première, c'est que je pense que si on veut commencer à mobiliser, il faut en parler dans les débats politiques. En France, par exemple, il y a un think tank qui a montré que dans les questions des journalistes politiques dans le cadre de la campagne présidentielle, il y avait entre 2 et 4% des questions qui étaient liées à l'environnement. Voilà. Donc, si on n'en parle pas, c'est difficile de mobiliser les citoyens, même s'il y a plein de citoyens qui se mobilisent sans ça. Hein. Claire a parlé notamment des jeunes, une partie de la jeunesse. Voilà. Le deuxième, c'est leur donner à faire. Je vais prendre un exemple très concret. C'est une collectivité crée des pistes cyclables, en tout cas des parcours cyclables relativement sécurisés, sympathiques, etc. Il y a des gens qui vont le tester. Pour beaucoup, ils vont s'apercevoir que finalement, c'est bien d'utiliser son vélo plutôt que la voiture tout seul. Et donc, voilà, en donnant à faire, à expérimenter, voilà, par exemple, les repair cafés qui peuvent exister partout, on montre qu'effectivement, les objets peuvent être réparés, qu'on n'est pas obligé d'en acheter, etc., etc., etc. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté très concret des choses qui montre aux gens que ça peut se faire et que ce n'est pas un retour à la bougie. Sur une autre question de madame, là, sur notre travail, alors je ne dirais pas qu'on a eu une approche holistique ou systémique. Par contre, on a eu une approche multicritère, c'est-à-dire qu'effectivement, on a regardé les impacts de la neutralité carbone par rapport à l'eau, à la qualité de l'air, au sol. Notamment, on aurait voulu travailler sur la biodiversité, mais il n'y avait pas les outils pour ça. Donc voilà, voilà, il n'y a pas eu une approche systémique, mais on est bien conscient que ça doit se réfléchir sur ce genre d'approche. Et quand j'ai parlé du vivant, je vous l'ai dit, hein, le vivant, ça a été repris par Claire d'ailleurs, voilà, le vivant, il est au cœur de tout ça, il doit nous alimenter, il doit nous chauffer, il doit nous apporter des matériaux, il doit nous permettre de nous promener dans la campagne, etc., etc. Comment on maintient ces équilibres? Voilà. Alors, sur nos scénarios, c'était la demande de monsieur. Alors, d'abord, nous, on n'a pas un scénario, on en a 4. Hein. Donc, le 1, effectivement, on divise la consommation de viande par 3. On ne la supprime pas, on la divise par 3. Alors que dans le 4, on a une espèce de montée. On consomme presque ce qu'on consomme aujourd'hui. Mais il y a des soucis de santé. Donc, ça a été expliqué tout à l'heure par Corinne Lequéré. Il y a ces aspects de santé aussi qui sont importants. Et c'est essentiellement la viande. En gros, les produits laitiers, on va dire, bouge relativement peu. Voilà, pour faire simple, y compris les os.
voilà, je crois que Corinne a répondu sur le cycle du carbone. Après, sur les problèmes, alors je ne suis pas du tout un spécialiste de géopolitique, donc je ne vais pas vous répondre sur la guerre. Ce qui est sûr, c'est que moins on consommera, on aura besoin de matériaux, de biens et de services, plus on pourra produire notre énergie dans une certaine proximité, et plus on sera résilient face. Alors on a vu la pandémie, ça a été les grandes questions. Se posent d'ailleurs des questions de réindustrialisation au niveau européen. Voilà, et donc on sera un peu plus résilient. Voilà, après sur le nucléaire, moi je ne suis pas un spécialiste, donc la sécurité nucléaire, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne vais pas vous répondre. Mais je crois qu'il y a cette idée-là aussi, voilà, sans être autarcique, ça, c'est pas du tout la question, mais plus on sera en proximité, plus effectivement on pourra un peu se dégager de ce qui peut se passer à l'extérieur. Cela étant, on peut aussi, nous, avoir tous les problèmes de changement climatique que l'on a sur l'agriculture ou sur la forêt, ils sont chez nous. Donc, c'est pas parce qu'on est un peu plus local qu'on s'exonère de tout. On a aussi les problèmes locaux à résoudre. Merci, merci à toutes et tous pour à la fois les réponses et les questions. Je vois qu'il y a juste une question qui reste ouverte, celle des 100 entreprises qui émettent 70% des gaz à effet de serre et de ce qu'on peut faire pour changer cela. Je pense que depuis ce matin et cet après-midi encore, on va continuer indirectement à y apporter des réponses parce que d'une certaine façon, il y a à la fois des aspects de volontariat, mais aussi de contraintes et de réglementations qui sont en train d'évoluer à tous les échelons, notamment très fortement au niveau européen actuellement avec le Green Deal. Et puis il y a aussi, nous sommes ici, les organisations de la société civile européenne, bien placées pour le savoir et pour le dire. Il y a non seulement ce dont on vient de parler maintenant, l'action des citoyens en tant que électeurs ou que consommateurs, mais également les citoyens qui se regroupent et qui s'organisent par thématique et qui ensemble portent des demandes auprès des décideurs et font évoluer les pratiques. Donc poursuivons en ce sens notre journée, nos échanges, dans l'ouverture d'esprit, le dialogue, et n'oublions pas que nous allons prendre une photo tout de suite à l'extérieur du bâtiment avant la pause de midi, de 13h. Merci beaucoup.